Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états, cet espace d'échange où nous parlons des enjeux du continent africain. Comme chaque semaine, vous le savez, nous récapitulons les sujets qui ont fait couler de l'encre. Alors, 3 sujets ont été choisis cette semaine. Alors, destination la Côte d'Ivoire, 2 sujets. Destination la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, candidat officiel du RHDP. Quelles conséquences pour l'opposition et la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs? On en parle ici sur le plateau. On continue avec la présidentielle aussi en 2025 au Cameroun. Maurice Kamto, toujours exclu, conflit d'investiture réelle ou manœuvre politique, et où il y a du nouveau concernant la situation. Voilà, mesdames et messieurs, les 2 sujets que nous avons décidé de discuter ici sur le plateau, tout simplement parce que vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Allez, cette émission va être tout simplement ouverte à un invité qui s'appelle Monsieur Jean-Paul Badi. Vous êtes délégué général du PDCI RDA et membre du bureau politique et coordonnateur général du CID, collectif des cadres ivoiriens de la diaspora. Bienvenue à vous. Merci bien, madame. Alors, en face de vous, vous avez donc Babadem. Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Toujours un plaisir d'être là en saluant Aïssatou et mes co-panélistes. Les co-panélistes, effectivement, les co-panélistes et surtout nos commentateurs, ceux qui regardent donc cette émission, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. On continue avec notre cher docteur Mamadou Camara. Vous êtes économiste et maître de conférence. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssa, bonjour à notre invité, bonjour Baba. Toujours ravi d'être sur ce plateau pour discuter de l'Afrique. Exactement, pour parler des enjeux de notre continent africain. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Alassane Ouattara, candidat officiel du RHDP. Quelles conséquences pour l'opposition et pour la Côte d'Ivoire? Je vous propose de regarder une vidéo et puis on revient. C'est officiel, le président de la République sera bien candidat pour un nouveau mandat. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Élu une première fois en 2010, Alassane Ouattara a déjà effectué 3 mandats successifs. Une réforme constitutionnelle lui a permis de rester au pouvoir après les 2 premiers mandats. Une approche fermement contestée par l'opposition. Au moins 85 personnes avaient été tuées dans des violences en marge du scrutin de 2020. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. L'opposition a déjà condamné par avance cette candidature, d'autant que quelques grandes figures ont déjà été recalées par la commission électorale. En l'absence des principaux dirigeants de l'opposition, Alassane Ouattara fait désormais figure de favori pour la présidentielle. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, et oui, à 3 mois de la présidentielle ivoirienne, la candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat ravive les tensions. Officiellement annoncée le 29 juillet, cette décision soulève des interrogations. Respect de la Constitution, exclusion des figures majeures de l'opposition, risque de crise. Du côté du pouvoir, on parle de continuité, de stabilité, de réponse aux défis sécuritaires et économiques, mais du côté d'opposition, on dénonce une dérive autoritaire et un verrouillage du jeu démocratique. Dans ce contexte tendu, plusieurs questions se posent, qu'on va se poser ici dans cette émission. Cette candidature est-elle inévitable? L'opposition a-t-elle encore une marge d'action? Et surtout, la Côte d'Ivoire est-elle à l'abri d'une nouvelle crise préélectorale et post-électorale? Voilà, mesdames et messieurs, les questions qu'on va se poser avec notre invité. Encore une fois, Monsieur Badi, bienvenue à vous, c'est un plaisir. Et bien sûr, en tant que membre du PDCI RDA, on va vous donner la parole concernant donc la prise de parole de Tidiane Thiam. Donc tout récemment, on l'attendait. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'il est en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc beaucoup de militants, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains se posaient la question de savoir pourquoi est-il à l'extérieur et surtout quel message souhaitait-il véhiculer pour les militants qui l'attendent avec une grande impatience. Alors, je vous laisse revenir sur cet entretien avec Alain Foka, qui a eu lieu tout récemment. Tout à fait, merci bien, madame. Et salutations à aux panélistes. Je voudrais d'abord, si vous permettez, dire un mot. Aujourd'hui, on est le 1er août, rapidement. C'est la 2e année de la disparition de notre ancien président, le président Ali Konda Bédié. Et je voudrais exprimer une profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait pour notre parti. Et que Dieu lui permette de passer en paix le reste. Alors, pour ce qui est du président Tidiane Thiam, que je salue, évidemment, tout le monde l'attendait et je pense qu'il s'est suffisamment exprimé. Bien sûr. Il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. En
un homme libre et un combattant. Et ce que nous avons retenu, nous, au PDCI-RDA, c'est sa volonté d'aller jusqu'au bout, malgré l'injustice qui le frappe. Et il est convaincu, nous sommes convaincus avec lui, que les choses vont s'arranger et qu'au final, il sera sur la liste et on participera aux élections en octobre prochain. Exactement. Donc, juste pour rappel, donc effectivement, plusieurs points ont été abordés. C'était une longue interview. Donc, il a parlé de son exil. Il a expliqué donc les raisons de son exil, notamment concernant les menaces sécuritaires. Donc, je pense que vous avez suivi avec grand intérêt Babadem ainsi que Monsieur Camara. On peut revenir dessus. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il a pu répondre donc aux inquiétudes, aux questionnements donc des membres du PDCI-RDA? Oui, par rapport à son exil. Après, je suis un peu mitigé par rapport à la forme. C'est vrai on sentait une personne agacée, on sentait une personne aussi très, très virulent, et je pense même qu'il y a des mots qu'il n'aurait pas dû employer. Par exemple, traiter certains chroniqueurs, même si ces chroniqueurs ne sont pas tendres avec lui, mais il a employé des mots pour moi qu'il n'aurait pas dû le dire, même s'il s'est laissé aller, et qu'il a sorti aussi. Ce qui est bizarre, c'est que la manière dont il s'est attaqué, je me suis posé la question, la manière dont il s'est attaqué, je dirais, au président Ouattara, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas ça qui a précipité aussi l'annonce de Ouattara le lendemain comme une réponse? Je me suis dit ça, et en écoutant après le président Ouattara, je me suis dit, peut-être qu'il a réagi parce qu'il savait. Et donc, mais sinon, c'est un homme on voit qu'il était, lui, il prenait la politique autrement. Je pense qu'il s'est rendu compte que pour faire de la politique en Côte d'Ivoire, c'est la politique politicienne et la politique dont on n'en veut pas, mais il est obligé de passer par là. Il est obligé de passer par là, donc il affirme quand même que son retour en Côte d'Ivoire le conduirait directement en prison, d'après les sources qu'il a pu avoir au sein du RHDP. C'était important qu'ils le disent. Maintenant, encore une fois, voilà, on spécule un petit peu, mais il semble avoir des informations concernant donc cette arrestation qui prône autour de lui. Donc, est-ce que ça a convaincu donc les militants du RHDP? Ça, c'est vous du RHDP, du PDCI, c'est vous qui le savez. Donc, il insiste sur sa non-renonciation donc à sa candidature officielle. C'est lui le candidat du PDCI RDA. Il a insisté dessus. Il n'y a pas de plan B encore aujourd'hui pour Tidiane Cham. Oui, enfin, moi je pense que Baba, il est plus resté sur la forme, mais si on regarde le fond, moi je trouvais que cette interview était en tout cas une bonne interview, dans la mesure où Tidiane Cham a essayé en fait de casser un petit peu l'image qu'on essaie de lui coller. C'est celui qui a fait carrière à l'extérieur, qui est un petit peu déconnecté des réalités. Je pense qu'il a surtout cherché à montrer qu'il est quelqu'un qui connaît les réalités de la Côte d'Ivoire, que c'est quelqu'un qui a toujours un engagement. D'ailleurs, il explique bien que quand il est revenu en Côte d'Ivoire en 2022, si je me souviens bien, il a bien été reçu par Ouattara, qui lui a permis de récupérer son passeport ivoirien et d'avoir demandé, puisqu'il était accompagné par une partie de sa fratrie, qu'il a demandé un tête-à-tête avec Ouattara. Donc il a montré qu'un bon Africain, il sait respecter les codes, il a justement déclaré son intention de revenir en Côte d'Ivoire, de s'engager dans la politique pour justement cette ambition-là, et qu'il avait demandé au président Ouattara s'il avait l'intention ou non de rempiler. Et clairement, Ouattara lui aurait dit que non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, il veut quand même remettre les choses en ordre, en disant que ce n'est pas lui le menteur, que lui, c'est pas lui, qui n'a pas eu de deal implicite entre lui et Ouattara, dans la mesure où Ouattara lui a dit qu'il ne remplissait pas, et que, voilà, parce qu'on lui dit, est-ce que finalement, s'il avait été au RHDP, est-ce qu'il aurait eu plus de chances aujourd'hui d'être le candidat, etc. Donc moi, je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui m'a un peu interpellé dans l'interview. Donc il a essayé d'expliquer, même il regrettait un petit peu que lui, y compris dans sa position de dirigeant de multinationales en Europe, il a toujours défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire, il a toujours cherché à inciter les investisseurs étrangers à aller en Côte d'Ivoire, donc il a essayé quand même de dire que, voilà, c'est pas parce qu'on est dans la diaspora qu'on est moins impliqué dans l'avenir de nos pays. Donc moi, je trouvais que ça, c'est quelque chose
de très bien. Et il a dit qu'il regrettait que même dans le litige qu'il oppose aux Suisses, que pour des raisons de politique politicienne, comme vous l'avez dit Aïcha, que les Ivoiriens essayent, lui, de l'enfoncer. Donc il trouve ça regrettable. Donc moi je trouvais que l'interview était quand même bien, ça permet de remettre un petit peu les choses en ordre et de donner une toute autre image que celle que, en tout cas, l'opposition, enfin que le RHDP et ses opposants veulent donner de lui. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, docteur Camara. Effectivement, c'était l'interview que beaucoup attendaient, donc il a pu balayer, en tout cas parler de nombreux sujets qui concernent donc la Côte d'Ivoire, qui le concernent lui personnellement. C'était important aussi d'en parler lors de cette interview et surtout de l'avenir qu'il voit pour la Côte d'Ivoire. Il insiste sur le fait que si malheureusement on reste sur ces exclusions-là, il risquerait d'avoir des crises, que ce soit préélectorales, post-électorales. Donc il n'a pas lésiné sur les mots. Il a dit les choses clairement. Et on en parlait de ce soutien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des voix quand même, peut-être de la communauté internationale commencent à s'élever sur le fait que, attention, effectivement, si on n'a pas une élection inclusive, il risquerait d'avoir des problèmes, même si l'ONU ne dit pas clairement qu'il faut réintégrer Monsieur Thiam, mais quand même appelle à plus d'inclusion, etc. Vous en pensez quoi? Est-ce que oui, je voudrais d'abord dire merci à ce qu'ils ont dit. Cette interview a permis de montrer deux choses, en fait. On l'accusait d'avoir été à l'extérieur du pays, comme beaucoup, et qu'il n'était pas, il était complètement déconnecté de la réalité du pays. Il a démontré qu'il était encore totalement habité par les cultures, les habitudes de chez nous, la Côte d'Ivoire, qu'il restait un Ivoirien, même s'il a, pour des raisons professionnelles, il a passé le temps à l'extérieur. Par rapport à ce que le docteur a dit, c'est la culture africaine, le respect du chef, des traditions. On arrive quelque part, on va saluer le chef, on prend des nouvelles, il l'a fait. Madame a dit qu'il semblait un petit peu agacé. Eh bien, compte tenu de ce qu'il a, c'est d'abord un professionnel de la finance, etc., mais c'est aussi un être humain. Un être humain. Comme nous tous, attaqué, violenté, à un moment donné, on s'exprime également. Et là, il a pris la culture ivoirienne qui dit tu me dis quelque chose, je te réponds. Et on avance sans autre forme de violence. Donc, pour moi, il a été très positif sur ces questions-là. Maintenant, pour ce qui est de la question que vous avez posée, naturellement, le PDCI le soutient totalement. Nous sommes en phase. Il n'y a pas de plan B au PDCI à l'heure actuelle. Il n'y a aucun plan B. Si on doit prendre toutes les lettres de l'alphabet A à Z, c'est Thiam Thiam. Et nous sommes convaincus. D'ailleurs, le PDCI vient de finir le parrainage avec largement au-dessus de ce que fixaient les chiffres que la CEI a demandé. 1%, nous sommes à plus de 3%. Ce qui fait 1%, ça fait à peu près sur 8 millions, ça fait je crois 80 000 électeurs sur l'ensemble du territoire. Nous avons un peu plus de 200 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants du PDCI RDA y croient toujours encore? Ils croient, puisqu'ils lui ont accordé à plus de 200 000 parrainages, alors que la CEI demande 80 000. C'est-à-dire que nous sommes attachés à notre chef. Nous sommes attachés au président Tidjara Thiam. Et nous nous battrons jusqu'à ce que ses droits soient réaffirmés et qu'ils soient sur la liste. Quand on regarde les recours possibles, aujourd'hui la liste définitive est sortie, quels seraient les recours possibles pour permettre à Tidjara Thiam, donc le chef comme vous le dites, eh bien, de pouvoir concourir à l'élection présidentielle? Tout est encore possible puisque nous sommes sortis du cadre juridique et maintenant ce sont des questions politiques. Et en politique, tout est possible. C'est une question de négociation et de voir ce qui est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le PDCI RDA est en train de négocier, est en train de travailler durement d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aller aux élections présidentielles avec leurs candidats. Non pas négocier parce que c'est un droit. Nous sommes convaincus que au final, le président Tidjara Thiam sera sur la liste, sera le candidat du PDCI RDA. Ça, nous n'en faisons pas un débat. Mais après, ça dépend d'une signature. Après, ça dépend d'une signature. Et on sait quelle signature. Oui, justement. Et justement, celui qui a cette signature, lui-même ayant bénéficié de la signature de quelqu'un d'autre pour qu'il soit candidat, il est tout à fait naturel qu'on attende de lui
le retour de l'ascenseur. Donc, nous sommes... Pourquoi vous semblez être confiant? Vous pensez que Tidiane Thiam sera effectivement aux élections présidentielles en octobre 2025? En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite ici, nous, sur le plateau, hein, sans être partisan ou autre. Mais voilà, on souhaite des élections donc inclusives dans tous les pays du monde. Et ça, c'est très important pour les militants, pour le peuple de ces pays. Alors, on va parler de Alassane Ouattara. Donc, il a dit, hein, ça y est, Alassane Ouattara est officiellement donc, candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Donc, on a beaucoup parlé ici. Hein, on attendait avec grande impatience sa candidature ou sa non-candidature. Finalement, il annonce. On s'attendait à ce qu'il la dise le 6 août éventuellement pour l'indépendance, pour la journée de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais non, ça a été précipité. Là, Baba on a parlé. Et pour le coup, moi, je ne peux pas continuer cette émission sans donner la parole à Baba. Donc, vous le savez, chers téléspectateurs, et on a vu pas mal de messages. Vous attendiez cette émission, à savoir, Baba, on attend des explications concernant donc, la candidature d'Alassane Ouattara. Tu semblais avoir des informations. Tu semblais être persuadé que Alassane Ouattara n'allait pas se présenter. Tu disais, et encore la semaine dernière, que Alassane Ouattara allait sortir par la grande porte. Il était improbable, impossible de penser qu'il allait se présenter parce que. Donc là, les téléspectateurs de l'Afrique dans tous ses États, les téléspectateurs du monde entier, les téléspectateurs africains attendent ta réponse et ta justification. Oui, d'abord, il faut que je reconnais dans le jargon que je me suis planté. Et comme on dit, je me suis bien trompé. Par contre, je dirais que je me suis trompé. J'aurais cette formule où je dirais que je me suis trompé quand même de bonne foi parce que je n'ai pas fait une mise ou parié sur quelque chose. Mais il y avait une seule chose que je regardais sur Alassane Ouattara et c'était de 2015 à 2020, sur la parole donnée. Maintenant, sur la façon dont il avait fait 2015 à 2020, c'était presque parfait en fait. En gros, il était venu, il avait vendu même la réforme en 2016 de la Constitution pour dire qu'on va se limiter à 2 mandats et que lui, il ne faisait pas partie il ne ferait pas de 3e mandat à partir de là. Donc c'était sur la parole donnée. Le 15, en mars 2020, il a dit « Ayez pitié de moi, la fonction de président et l'âge ne peuvent pas être compatibles. » Il avait dit. Ensuite, il a dit, quand il a eu ce qu'on appelle une interview avec France 24, il a dit « Là, c'est vraiment exceptionnel, mais ne me parlez pas de 3e mandat. » Donc, exceptionnellement. Donc, c'était toujours la parole donnée. Maintenant, moi, je pensais sur la morale et l'éthique. Pour une personne de valeur, de morale et d'éthique. Et je me disais même, tant bien que toutes les personnes me disaient, non, tu ne connais pas ce genre de chefs d'État. Ce sont des chefs d'État qui pensent qu'à eux-mêmes. Je disais, non, vous allez voir. Et c'est pour ça que je me suis focalisé. Mais quand lui-même se permet c'était là, récemment, et qu'il a dit une phrase que j'ai vu que presque personne n'a trop relevé cette phrase. Il a dit, j'ai fait de la parole donnée un engagement, du respect de la parole donnée un engagement, toute sa vie. Et ensuite, ensuite il a osé dire, toutefois, le devoir, parfois, il a bien mis parfois, transcende la parole donnée. À partir de là, quand quelqu'un vous dit ça, c'est-à-dire qu'il peut donner n'importe quelle parole donnée, et ça m'a fait un flashback, c'est-à-dire c'est les genres de personnes, malheureusement, qui n'ont pas de morale ni d'éthique et de manipulation à l'africaine, qui clignotent à gauche et qui tournent à droite. Ce sont ces mêmes chefs d'État et du coup, quand on fait un flashback, malheureusement pour lui, le président Talon qui emploie à peu près le même narratif, moi je croyais à 100% au président Talon. Mais ce n'est pas lui qui va faire que je ne crois pas en lui, mais c'est le président Ouattara, par la manière dont il a fait une parole donnée. On a vu des chefs d'État africains qui ont dit « j'ai dit, mais je me dédie ». Il y a d'autres qui disent, à ce moment-là, j'étais sincère, je le pense, mais c'était avant. Donc, il est le chef suprême, le chef d'État du syndicat de la CEDEAO, et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO, lorsqu'ils donnent une parole donnée, ils vont trouver un devoir qui transcende la parole donnée. Donc, je me suis fait avoir de bonne foi sur des paroles données de mauvaise foi. Voilà. Merci pour votre explication, Babadem. Oui. On l'attendait avec une grande impatience. Docteur Camara, je vous en prie, parce qu'on vous a souvent très dédié. Oui, Baba donc, a tout à fait raison d'expliquer que ce qu'il attendait de Ouattara, finalement, il n'est pas passé par là. Mais moi, je pense qu'indépendamment de tous les éléments qu'on a avancés ici et là pour ma part, comprendre pourquoi il allait être candidat, j'ai encore réfléchi.
Et je pense que peut-être que Baba aurait eu raison si la donne n'avait pas changé en Côte d'Ivoire. Parce que je me suis dit, mais est-ce que si Gbagbo n'était pas revenu en Côte d'Ivoire, et que si Gbagbo ne s'était pas réengagé dans la politique, avec l'idée de revenir, est-ce que peut-être que là, Ouattara n'aurait peut-être pas pris cette décision-là? Vous pensez qu'en 2020, il n'y avait pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui permettant à Alassane Ouattara de dire clairement qu'il ne se représenterait plus? Voilà. Il a éliminé Gbagbo. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'il justement il a éliminé Gbagbo, mais il n'est pas sûr que justement les choses en restent là lui-même. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette radicalité de la part de l'opposition ivoirienne, parce que bon, il a réfléchi, il a dit bon, Gbagbo il est revenu, il a recréé son parti, il est peut-être dans un esprit, je ne dirais pas de revanche, mais en tout cas dans l'idée de revenir, parce que Gbagbo a toujours eu le sentiment que on lui a injustement écarté de sa victoire. Bon, ça c'est lui. Et que là finalement il s'est dit, est-ce que si j'acceptais justement que Gbagbo, Tidjane Thiam revienne et qu'il y avait une alternance politique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je vais devenir? Moi je pense que je reste sur cette hypothèse. Je pense que Ouattara, il n'est peut-être pas assez rassuré sur son propre avenir personnel si jamais il ne se présentait pas et qu'il y avait une alternance politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça explique le fait qu'il ait pris autant de temps avant finalement d'annoncer officiellement sa candidature? Parce que c'est vrai que finalement quand on reprend un peu les choses, quand on reprend les propos qu'il a pu dire ces dernières années sur le fait que lui, non, avec l'âge, il souhaite se reposer, que on laisse à la jeunesse, etc. Et que revenir sur sa parole a été très difficile pour lui, le fait qu'il ait dû prendre beaucoup de temps pour réfléchir, est-ce qu'il doit revenir ou pas revenir, que finalement l'appel aussi de la population, l'appel des militants a fait que ça a balancé d'un côté plutôt que de l'autre. Est-ce qu'effectivement les informations les probabilités concernant Gbagbo qui finalement rentre dans l'arène et même pas, ça combat pas. Franchement, non. Il n'y a pas à partir du moment possible. où il dit que le devoir transcende la parole donnée de bonne foi, il est prêt pour un 5e mandat. Donc non. Je vous laisse la parole, merci à vous. En tant que délégué donc, du PDCI RDA, comment avez-vous pris cette information-là, cette annonce officielle? Vous saviez qu'Alassane Ouattara allait se présenter aux élections présidentielles? N'y avait-il pas une once de doute? Vous en pensez quoi? Il avait planté les signaux dans ce sens. C'était clair comme de l'eau de roche, oui, comme on dit? Soyons sérieux, il est président du RHDP. Il nous a dit en 2020 qu'il est devenu candidat parce que son dauphin est décédé subitement et qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas un autre dauphin sous la main, donc il continuait. Ça lui donne 5 ans. À 3 mois des élections, aucun dauphin préparé n'est sorti. Il en avait 12 quand même. Non, une demi-douzaine. Voilà. Donc il avait une marge. Voilà. Il avait une marge. Et aucun n'est sorti à 3 mois des élections. Même si c'est un dauphin, même si le programme, comme ils le disent, il est inattaquable, il faut qu'il se prépare quand même. Donc, la succession d'élimination des candidats de l'opposition, ce sont des signaux qui montraient qu'il se préparait à être candidat. Mais on gardait quand même l'espoir que c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui est arrivé en Côte d'Ivoire au lieu d'un certain nombre de qualificatifs. Donc on pouvait s'attendre qu'il arrive à un moment, la parole qu'il a donnée plusieurs fois, c'était le moment de la respecter et de sortir par la grande porte. Mais évidemment, comme vous, moi j'espérais personnellement qu'il n'allait pas y aller, et de bonne foi, mais nous avons eu une douche froide. Mais en même temps, je dirais, dans une cour de récréation, quand un enfant vient pour la première fois se plaindre à l'instituteur, il pleure, on le défend. Deuxième fois, la troisième fois, on se pose la question s'il n'est pas à l'origine des petits conflits qu'il y a, et on regarde un peu plus. Un homme d'État qui donne sa parole, qui la renie une fois, qui la redonne une deuxième fois, qui la renie une troisième fois, c'est prémédité. Donc le président Ouattara est dans une démarche que je suis là, je reste là, jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets, et c'est très mauvais pour la Côte d'Ivoire, c'est pas bon pour notre pays, pour la stabilité. Il se met en garant de la stabilité, mais en réalité, il est celui qui fragilise. Pour vous, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que le fait que Alassane Ouattara se présente à l'élection présidentielle
et pire, concernant éventuellement les crises, que s'il ne se présentait pas. Certains disent que non, au contraire, le fait qu'il se présente, eh bien, ça va éviter qu'il y ait une crise, et d'autres disent au contraire, le fait qu'il se présente, ça va entraîner une crise. Donc finalement, c'est quoi le positionnement? Est-ce qu'il y aurait une plus grande crise parce qu'il se présente, ou au contraire, elle sera amoindrie? Si on doit, madame, considérer que la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur un homme de 83 ans, qui va avoir en janvier 2026, 84 ans, c'est qu'on a un problème en Afrique. En dehors de Ouattara, on veut nous dire qu'en dehors de Ouattara, personne ne peut garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois qu'à un moment donné, il faut dépasser cela. Il nous a clairement dit qu'il avait une demi. Je signale que pour avoir un Master 2, pour avoir un diplôme d'ingénieur, c'est 5 ans d'études après le bac. Si en 5 ans, il n'a pas formé quelqu'un, c'est un échec. Purement et simplement. Donc, est-ce qu'il ne répond pas tout simplement à l'appel des militants qui ont rempli le stade? Nous savons, madame, nous savons comment ça se passe en Afrique. Que pour Ouattara. Nous savons comment ça se passe en Afrique. C'est-à-dire les militants du parti, on les travaille, ils font l'appel, ce n'est pas le président qui veut, mais ce sont ces militants. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Les militants veulent la continuité. C'est légitime que les militants du RHDP souhaitent qu'ils continuent. Ils constatent le bilan d'Alassane Ouattara, un pays plutôt stable, économiquement. On est d'accord. Dans le cadre de leur parti, etc. Ils se disent, nous on veut que ça continue sur cette lancée-là. Mais c'est ce que je vous dis. Dans le cadre de leur parti, ils ont le droit de choisir le candidat qu'ils veulent. Simplement, leur chef avait dit qu'il passerait la main à une demi-douzaine. C'est là que se pose la question. Maintenant, ils ne vont pas en même temps choisir leur candidat et choisir les candidats des autres partis politiques. Voilà la difficulté. C'est ça le problème, c'est pas... Voilà. Donc, il faut que le président Ouattara permette l'inscription des autres leaders, que chacun choisisse son candidat en qui il a confiance, et on aille aux élections libres et inclusives, et que le meilleur gagne, le peuple choisit celui qui va gouverner les 5 années à venir. Donc si on reste là, c'est un échec pour lui-même. Moi, j'aurais souhaité, personnellement, au vu de ce qu'il a fait de bonnes choses. Il y a des moins bonnes. Mais au vu de ce qu'il a fait, qu'il sorte là et qu'il organise, au vu de ce qu'il a vécu lui-même, puisqu'il a été victime d'exclusion, ça a entraîné la Côte d'Ivoire, là où nous savons, des coups d'État, des rébellions et pratiquement une guerre civile en 2011. Donc, il est le mieux placé pour faire en sorte que personne après lui ne subisse ce qu'il a subi. Et donc, mettre en place des institutions fortes, organiser une élection, et puis passer la main, enraciner la démocratie dans notre pays. Moi, je vais vous prendre l'exemple de le président ghanéen, Rollins, un capitaine lieutenant de l'armée qui a fait un coup d'État sanglant. Et tout le monde l'a critiqué. Mais dans le processus, il a réussi à construire des institutions fortes et il est sorti par la grande porte. Tout le monde a oublié le coup d'État sanglant qu'il avait fait et on a retenu qu'aujourd'hui le Ghana est un pays démocratique avec des institutions fortes où l'alternance se fait régulièrement. Nous aurions pu penser que le président Ouattara était l'homme qui aurait pu faire ça pour la Côte d'Ivoire. Mais que non. En tout cas, la question ne se pose pas, parce que ce n'est pas le cas, en tout cas, par rapport à l'annonce officielle. Donc, oui, bien sûr. Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle en octobre 2025. L'opposition, maintenant parlons de l'opposition que vous êtes. Comment aujourd'hui l'opposition peut-elle faire face à Alassane Ouattara, au RHDP, donc un grand parti, le parti au pouvoir? Que peut-il se passer? Je vous donne la parole à Dr Camara et ensuite on revient vers vous. Alors, donc, ce qu'on peut reconnaître, en tout cas à Ouattara et au président Ouattara au RHDP, c'est d'avoir vraiment... Alors, je ne sais pas si la stratégie elle a été pensée, mais finalement, ils se retrouvent avec une stratégie très efficace parce que personne n'aurait pensé qu'aujourd'hui, les partis d'opposition, notamment le PDCI et le PPACI, ne seraient pas en mesure de présenter leur champion. Parce que justement, on n'a pas permis. Donc, et moi, je pense que le fait d'avoir été un petit peu silencieux sur ses vraies intentions pendant très longtemps, ça n'a pas donné l'opportunité justement à ces partis justement de pouvoir préparer aussi des plans B, des vrais plans B. Parce que si effectivement
l'intention de bloquer ces principaux leaders de l'opposition avait été exprimée de manière beaucoup plus, beaucoup plus en avant, on va dire, très tôt, peut-être que ça aurait non seulement donné le temps à ce que ces partis politiques puissent faire non seulement une bataille politique, mais aussi une bataille juridique desquelles ils auraient pu sortir effectivement victorieux. Mais il n'a pas donné ce temps donc, aux partis de l'opposition d'une part. Et d'autre part, donc, ces partis, non, même si c'est eux leur argument, c'est dire, mais la politique, ce sont des partis, même si M. X ou M. Z ne peuvent pas se présenter, mais leurs partis peuvent présenter n'importe quel candidat. Mais il aurait pu s'appliquer ça aussi à lui-même, hein, d'autant plus qu'il a dit qu'il avait préparé une demi-douzaine de candidats de son parti pour prendre la relève. Et moi, je suis d'accord que, franchement, ce qu'on aurait attendu d'Alassane Ouattara, c'est ne pas embarquer la Côte d'Ivoire sur une trajectoire dangereuse, d'autant plus que lui-même ayant été victime d'exclusion, et que s'il avait vraiment un minimum de sagesse, c'est que j'ai un petit peu toujours soutenu ici, il aurait dû préparer sa sortie autrement, soit lui-même, il veut encore continuer, au moins faire un geste politique, permettre à l'opposition de présenter ses candidats, notamment Gbagbo et Tidjane Thiam notamment. Et c'est encore possible. Et voilà, et c'est encore à possible. 2 mois de l'élection présidentielle. Bien sûr. Tel que je le vois, moi je ne crois pas qu'il soit dans cette optique. Et c'est vraiment malheureux. C'est pour ça qu'on pose la question de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que l'opposition peut-elle faire face, donc face à un pouvoir qui contrôle le jeu? Que doit-elle faire? Parce que là, je pense qu'on est encore une fois à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il est temps de se préparer pour éventuellement, via un plan B, via une stratégie donc bien corsée. Baba, vous y croyez, vous? En fait, c'est... À ce rassemblement éventuellement, parce qu'on va s'unir pour faire face donc, au RHDP. Parce que là, je pense, quand on parlait des pires scénarios, là, en fait, les scénarios, pour moi, le pire scénario, c'est le président Ouattara se présente, exclusion de tous les autres. Pour le moment, peut-être que le 6 août, il aura peut-être une demi-grandeur pour faire ce... Une demi-grandeur. Oui, une demi-grandeur pour mettre... pour réintégrer éventuellement Tidjane Thiam, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de tendre un piège, très bizarre. Successivement, il y a les tensions avec le Burkina Faso, comme par hasard, parce que si vous entendez bien le problème monétaire, il a dit, moi c'est la première fois que j'entends une personne dire, mon expérience fait que je dois régler les crises économiques, ok, c'est toujours. Crise sécuritaire, je comprends. Mais monétaire, je ne l'avais jamais entendu. Et là, je me suis dit, mais tiens, pourquoi il parle de monétaire? Ensuite, la marche qui devait avoir lieu le 2 août, tout de suite, alors que à Bouaké, c'est le 7 septembre. Le 2 août, nous n'avons pas, donc votre marche, c'est terminé. J'ai l'impression qu'il est en train de pousser l'opposition à une sorte de radicalité pour, je ne sais pas, justifier. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui ont oublié que Big Togo, quand il est passé, Adama Big Togo, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est passé, les gens n'ont pas en fait relevé ça, c'est qu'à la fin de son interview, on lui a parlé de réintégration des candidats. Il a dit, bon, vous savez, le président Alassane Ouattara, il a le côté humain. Vous savez très bien que si jamais à un moment donné, ça bascule par des insurrections, etc., il voulait faire comprendre. Peut-être que là, il aurait cette grandeur de... Et c'est là où je me suis dit, mais attends, est-ce que l'opposition doit tomber dans le piège? Parce que ce qui va se passer, le 2, marche interdite. Nouvelle marche le 9, en disant que là, il n'y a plus d'excuses. Si le 9 aussi, on dit, ah non, interdiction. Quelle va être la réaction de l'opposition? Donc pour vous pensez que Alassane Ouattara est en train de pousser l'opposition à se radicaliser? J'ai l'impression, oui. À tomber dans les travers de 2010, de 2015. Et il ne faudrait pas que l'opposition... Je pense que pour le moment, la stratégie de l'opposition, pour moi, est bonne. Mais à un moment donné, le trop, c'est trop. Ça peut aller vers l'affrontement. Et j'ai l'impression que c'est curieux. En tout cas, j'ai ce mauvais pressentiment. Très bien, donc c'est une analyse. Oui. Que doit faire l'opposition? Que comptez-vous faire? Vous devez boycotter l'élection présidentielle, vous devez vous unir derrière un ou plusieurs candidats, vous devez descendre dans la rue comme en 2010. Quel serait éventuellement le plan B de l'opposition? Alors, très clairement, il est hors de question de boycotter. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous irons aux élections. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Nous faisons tout pour aller aux élections.
dans un esprit de dialogue, de paix, etc. Nous appelons nos frères du RHDP, le gouvernement et le président Alassane Ouattara, de comprendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt national de la Côte d'Ivoire, et de faire en sorte que les choses se passent pour une fois dans les meilleures conditions. On ne peut pas rester 30 ans acteur de la vie politique, tout le temps dans la crise. À un moment donné, il faut en sortir. Donc l'opposition s'organise pour aller à l'élection. Chacun, pour le moment, il n'y a pas de stratégie d'un seul candidat. Chaque parti peaufine sa stratégie pour aller aux élections avec son candidat. Pour le PDCI-RDA, notre candidat, c'est le président Tidjane Thiam. Et nous travaillons à faire en sorte qu'il soit sur la liste. C'est pour ça d'ailleurs, ces droits fondamentaux, civils et politiques bafoués en Côte d'Ivoire, il a saisi le comité des droits de l'homme, de l'ONU, à l'effet de faire en sorte de demander au pouvoir en place de lui garantir ses droits élémentaires. Et cela a été fait. Et une décision, c'est une vraie décision. Hein. Les gens en discutent, des arguments peuvent sortir, mais quand on lit bien, je ne suis pas un professionnel du droit, mais à la simple lecture, il y a une décision qui, l'article 25, l'alinéa 2 de l'article 25 du pacte international dit clairement qu'il faut garantir les droits civils et politiques du président Tidjane Thiam. Alors, oui, après, oui, pour ne pas vous couper, juste une chose. Oui. Après, il y a la fameuse date de janvier 2026. Non, mais j'explique. Mais juste pour ne pas, ça peut être même une question. Toute l'opposition est en train de mener leur stratégie, en tout cas de ce que j'ai entendu, sur le 4e mandat. Il ne faut pas qu'il fasse le 4e mandat. Pourtant, le président Thiam ou même Mme Gbagbo avait la bonne chose, c'est la révision de la liste électorale. On y vient. Okay. Nécessairement, ça fait partie du processus. Mais la première étape, c'est la candidature. C'est l'inscription sur la liste électorale. Ça, c'est la première. Ensuite, nous allons continuer à demander, à exiger. Baba, quand vous dites ça, est-ce que vous trouvez que M. Thiam la joue solo? Non, mais en tout cas, l'opposition doit être unie pour la révision de la liste électorale. Parce qu'après, ça va être la théâtralisation, on va remettre les gens, ils vont remettre Tidjane Thiam et peut-être Gbagbo. Ça va être la fumée, alors que la liste électorale est complètement... On est d'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'ils pensent d'abord. C'est pour ça le fait de dire on lutte contre le 4e mandat. Non. Ce sont des arguments. Parce que ça nous parlait, voilà, bien sûr. Ce sont des arguments. Mais le but, vous avez vu, l'opposition, il y a le Front commun, c'est quand même deux partis forts de l'opposition, le PACI et le PDCI qui s'unissent. L'objectif de ça, c'est d'amener le pouvoir à la table de négociation pour créer les conditions d'élection inclusives pour tout. C'est important de le dire, pour tous les candidats exclus. Bien sûr. De la vous avez bien vu que le PDCI est aussi en alliance avec les autres partis dans le CAP. Et donc... Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire que toujours. La force... Oui, toujours avec le CAP. Oui, toujours. Nous sommes dans... Notre parti, c'est le parti de dialogue. Donc on essaie de rapprocher. Ce n'est pas évident, mais on essaie de rapprocher toutes les différences pour en faire un élément fort face au pouvoir et l'amener à la table de négociation. Ça, c'est l'objectif. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier de se préparer à aller aux élections. Et donc, chaque parti se prépare à aller aux élections. Individuellement. Est-ce que ça n'empêche pas donc, de travailler ensemble pour atteindre l'objectif d'une élection inclusive, transparente et crédible. C'est important de le dire ici sur le plateau donc, de l'Afrique, dans tous ces États. Alors, Baba, juste pour terminer, c'est vrai que tu as parlé sur le fait que beaucoup aujourd'hui, encore une fois, se cristallisent concernant le fait que Alassane Ouattara ne respecte pas la Constitution avec son 4e mandat. Et encore une fois, est-ce que c'est un débat aujourd'hui, à partir du moment où on a laissé faire le 3e mandat, est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir sur la table, on peut remettre ça sur la table, à savoir c'est un 4e mandat, c'est anticonstitutionnel, alors que le 3e mandat a été effectué? Oui, moi je voudrais dire justement un mot. Moi je pense que c'est une bonne stratégie politique, parce qu'à partir du moment où si l'opposition arrive à contester sa légitimité lui-même à être candidat, peut-être que ça peut justement amener son parti à la table de négociation. Malgré avoir fait le 3e mandat, on peut continuer encore. Parce que c'est que l'opposition veut obtenir, c'est le dialogue politique. Alors après, c'est vrai que, y compris
j'ai entendu lui-même dire que finalement, eux, ils respectent la Constitution parce que l'opposition a dit il est même possible, donc pour la Commission électorale indépendante, de repousser la date de l'élection pour qu'ils puissent avoir un dialogue politique et pour qu'ils puissent avoir même le temps pour réviser la liste électorale, ce qui aurait réglé le problème automatiquement pour Tidjane Tam, peut-être pas pour Gbagbo par exemple. Mais l'argument, c'est de dire non, c'est la Constitution ivoirienne qui dit que les élections présidentielles doivent se tenir le dernier dimanche du mois d'octobre, etc. Donc ça, moi je pense qu'ils ont raison, l'opposition, d'aller aussi, donc non seulement de continuer à mobiliser la rue d'une part, et d'autre part, mais de contester sa propre légitimité. Peut-être que cela va le faire réfléchir et amener au dialogue. Pour moi, c'est une perte d'énergie. Ils se sont fait avoir lors du référendum, le référendum de 2016. Même si ils ont marketé en disant que non, 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 ne vous inquiétez pas, mais ils ont mis la petite virgule ou le petit et ou, et ils se sont fait avoir à partir de là. Maintenant, si on respecte la Constitution, ne perdons pas du temps. Donc si on respecte la Constitution, ça veut dire qu'Alassane Ouattara a le droit de faire son quatrième mandat. Parce que le référendum, en tout cas au niveau droit pur, il y a eu un référendum. Le peuple a décidé de voter oui pour ce référendum. Malgré tout, ils ont pu manipuler à une virgule ou un ET. C'est passé. Pourtant, le Koulibaly, Mamadou Koulibaly en avait parlé. Il y avait d'autres qui en avaient parlé. Ils se sont focalisés sur la parole donnée de M. Ouattara et de son camp en disant non, non, ne vous inquiétez pas. Ouattara avait dit aussi ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de deuxième mandat. Mais le troisième mandat, finalement, pour conclure, allez-y. Non, justement. J'ai apporté ceci, vous allez voir. Hein, ça, c'est la fiche de campagne pour le référendum. Il est écrit dessus. Donc, le référendum 30 octobre 2016, je vote oui. Oui. Le président Ouattara peut-il être, ça c'est la question posée au peuple, peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? On était en 2016. Et la réponse était: l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Oui, mais c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir sur ça. Non. Mais le fait qu'il fasse le troisième mandat, est-ce que finalement ça n'entérine pas? Non, c'est pas qu'on s'est fait avoir. Ils sont cachés. Non, c'est pas qu'on s'est fait avoir. Dans la vie, il faut avoir un minimum de confiance entre des personnes. On peut être de bonne foi en lui donnant, en croyant que ce qui est dit, puisque c'est fait par des éminents juristes. On est d'accord. D'accord. Donc on part sur cette base. Et en plus, je vous dis, sinon si c'est comme ça, le président Ouattara est en train de construire en Côte d'Ivoire une république bananière. C'est-à-dire qu'au bout, après le deuxième mandat, au milieu du deuxième mandat, on crée une nouvelle république, il a les manettes du pouvoir, il peut organiser un référendum, il faut le faire élire. Et ce qui s'est passé en 2016, deuxième mandat, premier, on fait un référendum qui, donc les deux républiques ont créé une troisième république, se chevauchent. La deuxième n'est pas encore terminée, pendant que la troisième démarre en 2016. Et donc le processus, il va jusqu'au bout de son deuxième mandat, de la deuxième république, et il nous dit, on est dans une troisième république, je démarre en 2020 avec le premier mandat. Mais non, si on raisonne comme ça, le problème c'est que le Conseil constitutionnel a validé. Et le troisième mandat a eu lieu, là on parle du quatrième mandat, de quoi qu'il en soit. Bien sûr, le Conseil constitutionnel, nous savons comment ça se fait, le Conseil constitutionnel a validé. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois le Conseil constitutionnel, en 2027, il fera une révision constitutionnelle, si jamais il est élu. Donc c'est pour ça que pour vous c'est important de continuer de combattre. Voilà. Et on continue encore, tant que la santé lui permet, à 84 ans. Mais il a dit 90 ans. Mais je rappelle, je voulais vous donner encore un autre document. Lisez ceci. D'accord. Pour le coup, on n'aura pas vraiment le temps de... Non, ça va pas, c'est pas... Mais il faut de temps en temps partir sur des faits factuels. C'est-à-dire que vous pouvez trouver ce document sur YouTube. Le 17 novembre 2017, le président Alassane donnait ce conseil au président Robert Mugabe, devant un parterre de chefs d'État. Le monde a changé. Et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, mais pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge, et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde
est conscient qu'il doit céder ses fonctions. Fin de citation, et pour le coup, à bon entendeur. Mesdames et messieurs, on continue cette émission, et là c'est cap pour le Cameroun, où je pense qu'on est à peu près dans la même situation, en tout cas concernant les élections présidentielles et des élections inclusives. C'est ce qu'ils demandent aussi là-bas, donc au Cameroun, notamment les différents candidats mis de côté, et bien sûr les Camerounais. Alors, je vous propose de regarder une vidéo, et puis on revient. L'invalidation de la candidature de Maurice Kamto continue de susciter l'indignation. Pour le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, cette décision s'apparente à une manœuvre politique visant à écarter l'un des principaux challengers du président sortant, Paul Biya. Son secrétaire général dénonce une décision arbitraire. La candidature de notre représentant a été rejetée de manière arbitraire par Elecam, en violation flagrante du code électoral et de la Constitution. Comme de nombreux Camerounais, nous avons constaté que la première décision prise par Elecam contrevient à la loi. Nous demeurons néanmoins confiants que la Cour constitutionnelle, composée de magistrats chevronnés, saura examiner la législation encadrant l'élection présidentielle avec rigueur et prendra en compte les documents déposés par Maurice Kamto. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, à un peu plus de 2 mois de la présidentielle camerounaise, le processus électoral est sous haute tension. Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition, a été exclu de la course par Elecam au motif de double investiture au sein du Manidem, son parti d'appui. Problème, cette deuxième candidature, celle de Dieudonné Yebga, est contestée et jugée suspecte. Saisi, le Conseil constitutionnel doit désormais trancher sur le cas Kamto, mais également sur les 35 autres recours. En attendant la sortie de la liste dite définitive des candidats, Maurice Kamto adopte une posture de retenue, sans appel à la rue ni escalade politique. Cette exclusion est-elle le fruit d'un désordre interne, j'insiste sur le mot interne réel, ou bien une manœuvre habile pour éliminer donc un candidat trop menaçant pour le pouvoir en place? Voilà, mesdames et messieurs, le sujet de cette deuxième et fin de partie. Alors, je vous pose la question à vous. Quel parallèle peut-on faire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? 2 personnes d'un âge très avancé, à la tête de 2 pays importants en Afrique, qui malheureusement utilisent le même procédé pour rester à la tête de l'État, de nos États. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, même dans les plaisanteries, nous sommes liés, nous sommes 2 pays frères. Le couple qui symbolise ça, c'est le couple Eto'o et son épouse ivoirienne. Donc, c'est triste, c'est la même chose. Et tous les intellectuels africains, nous sommes meurtris de voir que ce sont ces hommes-là qui rabaissent l'Afrique, alors que nous espérons tous aujourd'hui que la dignité de l'Afrique soit relevée. L'Afrique a des enfants formés partout, capables de faire progresser ce continent, et ces hommes-là s'agrippent au pouvoir, et c'est là que nous interpellons la communauté internationale de jouer pleinement, non pas de venir s'ingérer dans les affaires d'un État, mais d'agir pour aider. Il ne faut pas attendre que les crises soient profondes pour venir faire comme ce qu'ils ont fait en 2011. Donc, au Cameroun, c'est triste d'éliminer, et comme en Côte d'Ivoire, le candidat le plus sérieux et le plus en vue, Maurice Kamto, a été écarté, comme le président Chidantia. Donc on est dans le même procédé, et c'est malheureux pour l'Afrique, c'est dommage. Très bien. Je vais vous donner la parole, docteur Camara. Donc, juste pour information, donc Anissé Ekam, donc président du Manidem, parti qui a officiellement investi donc Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle, n'apparaît plus depuis depuis le 23 juillet sur le site du ministère de l'administration territoriale comme président du parti. Donc, étrangement, il a été remplacé par Monsieur Yegbo, à savoir celui qui a déposé sa candidature pour la présidence, entraînant aussi l'invalidation des 2 candidatures parce qu'il y avait la pluralité donc des candidatures comme annoncé par la Cour constitutionnelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de manigance, de manœuvre pour éliminer donc Maurice Kamto. Alors, réaction par rapport
à l'argument donné pour écarter Maurice Kamto. Donc les dépôts de recours, les recours ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Ils ont à peu près une dizaine de jours pour pouvoir revenir et donner la liste définitive. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les arguments donnés par notamment les avocats de Maurice Kamto, par le Manidem, par le MRC, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que Maurice Kamto a une chance de revenir dans la course, parce qu'il y a effectivement pas mal d'informations qui sont données, pas mal d'audio, d'écoute, etc., qui sont donnés en défaveur du pouvoir en place. Vous y croyez, docteur Camara? Alors Aïssa, comme je souscris un petit peu à ce qui a été dit précédemment, bon, malheureusement, s'il y avait vraiment une justice indépendante dans nos pays, si la Cour constitutionnelle était réellement une cour indépendante, bon, quand on regarde un petit peu la composition de cette cour, le fait que tous les membres de cette cour sont nommés par le président du Cameroun, M. Paul Biya, moi je ne crois pas qu'il puisse avoir gain de cause. D'autant plus que, bon, on en a déjà discuté, ça fait plusieurs mois que les principaux cadres du RDPC disaient de manière plus ou moins explicite leur volonté de barrer la route à Maurice Kamto, quoi qu'il arrive. Hein? Et après, on a vu que la stratégie, ils pensaient que le fait que Kamto ait boycotté les élections, et donc que ça le disqualifiait d'emblée, et y compris, on est d'accord là-dessus, parce qu'ils savaient que dans tous les cas, la loi serait toujours interprétée en leur faveur, et même si on sait que d'autres élus avaient rejoint le MRC, ils allaient faire en sorte que la justice puisse quand même invalider la candidature de Kamto. Kamto, il a eu le bon réflexe, il a anticipé cette stratégie et il est passé par son investiture par le Manidem. Donc, or, il s'avère que justement, c'est la deuxième personne, Ebga, qui a déposé, est lui-même exclu du Manidem. Comment quelqu'un qui a été exclu du Manidem par un congrès et que ça a été entériné, qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, on sait que qu'on retrouve son nom en tant que président, alors Manidem, que tout le monde sait que voilà, et c'est quand même étonnant. Donc ça ne peut être qu'une manœuvre politique et politicienne qui vise à éliminer Kamto. Alors après, moi je pense que peut-être que, et j'avais un petit peu dit à Baba, le fait d'avoir une stratégie un peu conciliante, etc., est-ce que ça va finalement pas le desservir? Et surtout dans ce contexte-là, je pense qu'il faut plutôt mettre la pression sur le pouvoir pour que le Conseil constitutionnel se dise attention, on ne va pas engager le Cameroun dans une dynamique un petit peu dangereuse, et peut-être que pour une fois on va essayer de dire le droit et permettre à ces candidats de se présenter. Mais moi je ne le crois pas, parce qu'on sait que malheureusement le Conseil constitutionnel est malheureusement contrôlé par le pouvoir en place. Baba, vous voyez une issue favorable pour Maurice Kamto et donc pour le Cameroun? Après là on parle, parce que si on fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire, moi je ne vois même pas, à part peut-être le grand âge comme il a dit, le fait d'écarter l'adversaire le plus puissant, c'est partout, un peu partout en Afrique. Mais là, on parle du Cameroun. Et le Cameroun, ils font... C'est-à-dire que même Maurice Kamto sait que même s'ils vont aux urnes, ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire que l'élection de Paul Biya, on parle de Paul Biya. L'élection de Paul Biya, c'est une élection où il ne faut pas déranger sa réélection. Le problème est que là, Maurice Kamto sait que quoi qu'il en soit, la première, c'est pour ça qu'il est parti au Manidem, on allait trouver... Quelles que soient les circonstances, on allait l'éliminer. Sauf que là, c'est un peu trop gros. Il y a peut-être le projecteur. Il faut se rappeler quand Emmanuel Macron a fait une visite officielle à Paul Biya au Cameroun, on se rappelle de la question d'une journaliste qui avait demandé à Paul Biya, est-ce que vous allez vous représenter pour 2025 ? La réponse de Paul Biya est claire et nette. Lui, il ne cherche même pas à mettre un peu de suspense. Il sait qu'il sera là et même c'était imprudent de la part de cette journaliste de poser la question. C'est que même s'ils arrivent avec les audios, ils vont peut-être faire semblant de remettre dans la... Parce que il faut dire que Yebga a été mandaté par le secrétaire général, alors que c'est Anissé Ekan, qui est le président du Manidem, qui a validé la candidature de Maurice Kamto. Au vu aussi des audios qui sont sortis, qui ont fuité de ça et là, ils peuvent, parce qu'il y aura un peu trop de projecteurs, remettre effectivement Maurice Kamto sur la liste
Mais quoi qu'il en soit, donc peu importe, soit, selon vous, qu'il remette... Il ne gagnera pas par les urnes. Il ne gagnera pas par les urnes. Mais néanmoins, il fait peur, c'est-à-dire que si on veut absolument l'écarter de cette façon-là, c'est que peut-être que le pouvoir en place se dit... Aujourd'hui, si c'était transparent, il gagne. Le Cameroun ne va pas laisser faire une seconde fois, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, une seconde fois, et les Camerounais vont faire en sorte que le gagnant, le véritable gagnant, donc par les urnes, soit président du Cameroun. Est-ce que c'est pas pour cela qu'il fait peur, Maurice Kamto, au pouvoir? Moi, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit, ce qui est important, c'est la fiabilité de certains acteurs à l'intérieur de certains partis politiques, sur ce qu'il a dit, qui jouent parfois le jeu du pouvoir, et qui déstabilise la force politique à l'intérieur. Et donc, c'est une des faiblesses. Mais visiblement, tel que c'est parti, connaissant le Cameroun, mais moi qui ai l'espoir pour mon pays, je ne peux pas dénier l'espoir que cela se passe bien au Cameroun. Mais c'est deux pays frères, mais ce n'est pas le même processus. Voilà, ce n'est pas le même processus. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a beaucoup de... C'est un géant au pied d'Alger, il faut trouver la bonne stratégie. Et c'est pour ça que les Ivoiriens de l'extérieur, de l'étranger, nous nous sommes organisés en collectif pour interpeller tous les décideurs de ce monde. Ce sont des cadres ivoiriens dans les différents secteurs, universités, ingénieurs, etc. Et nous avons adressé des courriers d'alerte à tous les responsables. Et c'est le moment, parce qu'encore une fois, nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle, que ce soit pour la Côte d'Ivoire que pour le Cameroun. Donc, pour finir avec le Cameroun et ensuite la Côte d'Ivoire, donc Kamto aujourd'hui reste calme, il ne cède pas à l'émotion, ni à la provocation. Donc aujourd'hui, il attend donc le retour donc définitif, donc entre guillemets, de la Cour constitutionnelle avant éventuellement de réagir. Que pensez-vous qu'il se passera si la Cour constitutionnelle décide de ne pas réintégrer donc Maurice Kamto dans la liste dans la liste électorale? Ce qui peut se passer en tout cas, c'est il y aura une mobilisation d'une partie des Camerounais dans la rue. Parce que comme on l'a vu tout récemment à Douala, oui, parce que souvent on pense que les appareils politiques ne contrôlent pas forcément la rue. Donc les gens aujourd'hui sont dans un tel état de frustration au Cameroun que ça serait trop gros de l'éliminer et que les gens restent, on va dire, zen pour dire, bon, on laisse passer, etc. Bon, même si l'argument des cadres du RDP, c'est de dire, oui, ils peuvent attendre la prochaine élection, on verra bien, etc. Ils n'avaient qu'à pas... Voilà. Bref, donc je pense qu'il y a quand même un risque. Et malheureusement, l'Union africaine, qui avait sa mission d'observation des élections, devait pouvoir anticiper ce type d'événements et, voilà, et convaincre les principaux partis au pouvoir, en tout cas les principaux pouvoirs dans nos pays pour que ils arrêtent de faire ce type d'artifice pour éliminer des candidats qui ont une légitimité populaire. Voilà. Là, je me retourne vers vous, Babadem. Donc, même s'il y a réintégration grâce à la rue de Maurice Kamto, donc pour la course vers l'élection présidentielle, so what? Malheureusement, c'est triste à dire, so what, mais... Dans le cas du Cameroun, le problème est que s'il y a... On l'a vu les précédentes élections, la seule chose qu'on peut dire, c'est le taux d'abstention. Beaucoup de Camerounais, tellement ils sont découragés, ils ne vont pas voter. Et le problème du Cameroun, contrairement... Bon, on peut le lier un peu, mais contrairement... Bon, je ne vais pas dire contrairement à la Côte d'Ivoire, c'est que là, il y aura une vraie répression. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un bain de sang au Cameroun? Ce qui est sûr, c'est que il a dit, de toutes les façons, le ministre a été clair, le ministre des Administrations. Il a été clair, il a fait des avertissements. On a vu même que le jour où on devait faire la déclaration de cette fameuse liste, mais tout était militarisé au Cameroun, et dans le siège. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour Non, c'est qu'ils sont prêts. Moi, je voudrais dire une chose. Moi, je pense que par rapport à l'élection précédente de 2018, la donne a changé. Aujourd'hui, je pense que si Maurice Kamto était autorisé
à concourir, compte tenu du fait que beaucoup de gens ont lâché aujourd'hui Biya, y compris les gens du Nord. Peut-être qu'il peut y avoir un sursaut populaire, pour tourner la page les Biya. gens vont aller voter massivement et finalement, ce sera tellement gros et que les candidats se retirent. Je pense qu'il y a des chances que les candidats du Nord puissent se retirer, s'unissent, que tout le monde s'unisse derrière Maurice Kamto et que Maurice Kamto remporte l'élection présidentielle. Donc au Cameroun. En tout cas, c'est un des scénarios. Donc voilà, comment dire, qui vivra verra. En tout cas, on espère vraiment que ça se passera dans le calme et que pas un seul Camerounais tombera, parce que voilà, c'est important et pour nous tous. Mais il faut des élections inclusives, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun. C'est très 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 important pour qu'on puisse vivre enfin en paix sur notre continent africain. Vous confirmez? Absolument. C'est le souhait de tous. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, monsieur Badi, merci Babadem, ainsi qu'à Dr Camara. Merci à vous.